Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 891 et après plusieurs lectures, il s'est avéré que pour moi, ce chapitre, il est toujours comme je l'ai ressenti d'un point de vue de la réaction live, c'est tout simplement un chapitre qui était sympathique. Par contre, quand j'ai lu les commentaires, j'en ai vu beaucoup d'entre vous qui ont dit « Ouais, il y a trop de pauses, oui, ce chapitre est dégueulasse, oui, ce chapitre est nul. » Et ça, je peux le comprendre parfaitement, qu'il y en ait certains qui aient cette sensation, mais je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul. Les sensations de ce chapitre, du fait qu'il soit merdique pour certains d'entre vous, est imputable à plusieurs causes. Voilà. Premièrement, les pauses. Il y en a beaucoup qui disent ouais ça devient un petit peu chiant, Ichiroda fait beaucoup trop de pauses. On a eu 2 pauses au mois de décembre et le fait aussi que ce chapitre est à la suite d'une pause, donc il y a une certaine hype, il y a une certaine attente qui est présente et qui se termine. Même s'il a été assez moyen dans l'ensemble, il se termine par une autre pause d'Ichiroda. Il y en a certains qui disent là ça devient carrément comme Hunter x Hunter, c'est carrément n'importe quoi. Il faut savoir, hein, j'ai fait quand même quelques petites recherches, la dernière fois qu'on a eu une pause de One Piece qui est imputable à Ichiroda, c'est-à-dire que c'est marqué One Piece en pause la semaine prochaine, c'est-à-dire que le Weekly Shonen Jump sort mais il n'y aura pas de chapitre de One Piece, ça s'est passé pour le chapitre 885. Et là, la prochaine qu'il va y avoir, c'est pour le chapitre 892. Donc entre les deux, ça fait quand même 6 putains de chapitres, donc je trouve quand même que c'est pas mal, toujours pensant que Ichiroda est quand même quelqu'un qui a 42 ans, il travaille énormément, il y a quand même une certaine fatigue, et les autres pauses, comme j'ai dit juste avant, elles sont imputables directement à la ligne éditoriale du Weekly Shonen Jump et aussi à des vacances qui sont imposées par l'État japonais. Donc voilà, donc là on est toujours dans, je dirais même qu'on est même un petit peu au-delà du quota, c'est-à-dire 3 chapitres, une pause. Après, l'autre chose qui a fait que ce chapitre ait été mal ressenti, c'est parce que on n'est même pas dans un chapitre de transition, je pense qu'on est dans un chapitre qui annonce la fin de l'arc, c'est-à-dire que on a eu des cliffs de fou, et là on est dans une sorte de... Comment dire ça symboliquement? On est dans une sorte de creux de vague, c'est exactement ça, c'est-à-dire que là, on descend, bim, et là on est dans le bas, et après l'arc va se terminer absolument en apothéose, et c'est pour ça qu'on a aussi un petit peu ce sentiment de déception. Le chapitre 891 va aussi être l'un des premiers chapitres de tome, donc il est là un petit peu aussi pour faire un état des lieux, dire ce qui s'est passé, présenter, poser les choses, pour après terminer cet arc, comme j'ai dit, et aussi ce tome. Je pense que justement la fin de l'arc va coïncider avec la fin du tome 887 ou 888, je pense que c'est le tome que 87 ou 80 ou 88. Et c'est ça, c'est-à-dire que dans ce chapitre, on a eu on n'a même pas eu d'annonce, on a eu plein de trucs réchauffés. On a eu encore une fois ça y est, on a eu la concrétisation du fait que Luffy arrive à éveiller son acquis de l'observation, donc c'est encore une fois un rappel par rapport à... On nous montre aussi une certaine suprématie de Katakuri, on a la présentation d'un nouveau personnage qui sert pour moi presque à rien, je dis bien presque à rien, on va voir justement à quoi sert ce personnage de flambée. On a encore une fois plein de choses au niveau du gâteau, oui le gâteau est très très bon, oui il a une odeur divine, oui Big Mom va complètement s'évanouir, on a le retour de Big Mom à la fin, on a Stussy et on a Morgan qui font une petite apparition pour donner un élément d'information que l'on connaissait déjà depuis très longtemps, c'est-à-dire que toutes les choses qui sont là, c'est que du réchauffé. Et je peux comprendre qu'il y en a certains qui disent mais putain, avance, on l'a compris tout ça, avance. Et c'est logique, et il va y avoir quelque chose qui va être apporté, et encore une fois, ce chapitre était seulement qu'un chapitre d'attente par rapport à la folie qui va sûrement nous attendre dans les prochains chapitres. Moi par contre, là où ce chapitre m'a un tout petit peu étonné, et c'est quelque chose que je n'avais pas réfléchi avant, sinon je pense que ça m'aurait plus sauté aux yeux, c'est l'utilisation de ce acquis de l'observation par Luffy. On voit que Katakuri en a complètement marre et il arrête pas de tabasser la gueule, et Luffy est toujours présent. Et d'ailleurs il y a ça aussi qui a beaucoup énervé certaines personnes, c'est le fait que Luffy
s'en prenne plein la gueule et qu'il arrive toujours à évoluer et qu'il arrive toujours à se redresser, qu'il arrive toujours à se mettre debout et qu'il a toujours ce regard hargneux. Alors ça, bien sûr, c'est un code du Neketsu. C'est-à-dire qu'on le voit dans Saint Seiya, on le voit dans Dragon Ball, on l'a vu dans Naruto, on l'a vu dans Bleach, hein, ça c'est vraiment pour citer que les plus connus, mais c'est vraiment des choses qu'on a un petit peu partout. C'est-à-dire que le mec il s'en prend plein à la tête, on a l'impression qu'il n'y arrivera jamais, mais le mec il se relève tout le temps. D'ailleurs ça c'était un truc qui me faisait tout le temps halluciner ma femme quand elle regardait quand elle était jeune et les Chevaliers Zodiac, elle disait putain ils sont tous dans les Chevaliers Zodiac, ils sont tous en train de pisser de sang plusieurs fois, ils sont tous à l'article de la mort, mais après ils arrivent à se relever avec ce septième sens et puis ils arrivent toujours à s'en sortir, mais il faudra un petit peu que ça évolue. Et bien là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a toujours vu, que ça soit au début contre Arlong, contre Crocodile, contre Eneru, même au niveau de Marineford, et dans les différents éléments, c'était quand même assez... c'était bien mis en place. On va reprendre l'exemple de Marineford, c'est-à-dire que Marineford, Luffy arrive à s'en sortir parce qu'il y a Ivankov qui est là et qui lui fait le truc des hormones pour tromper son corps et pour que son corps continue à avancer malgré la douleur. C'est aussi ce qui se passe un petit peu au niveau de Moria, et c'est quelque chose qui a été mis en place, qui a été expliqué par le combat qu'il y a entre Kuma et contre Zoro. J'avais expliqué dans une vidéo, c'était vraiment génial parce que on voit toute la douleur de Luffy qui est vraiment représentée, et quand on voit qu'un tout petit morceau de la douleur est envoyé à Zoro qui est connu pour quelqu'un qui est là pour avoir une endurance de fou, et qu'on le voit souffrir énormément, on le sait que Luffy déjà avant l'ellipse était quelqu'un qui endurait énormément, et je pense que l'entraînement qu'il a eu sur l'île a permis à son corps d'encore plus évoluer. Mais là ce qui est étonnant, c'est qu'on a toujours vu Katakuri comme un personnage qui était vraiment très très fort, très très puissant, et Luffy en face, il est en simple forme. C'est-à-dire que même au niveau de Dressrosa, quand il s'en prend plein la gueule et qu'il a du mal à résister, on voit un moment qui se met du haki de l'armement en mode défense, après qu'il a ses transformations en Gear 4, et on remarque avec le Gear 4, il a aussi un mode qui est hyper fort, qui est le mode tank qu'on a vu dans le combat contre Crackers. Et ce qui se passe, c'est que là, on le voit contre le personnage peut-être le plus puissant de cet arc tel qu'on l'a vu actuellement. Je ne dis pas qu'il est plus puissant que Big Mom, mais je dis seulement que Big Mom, pour l'instant, on ne l'a pas vu en pleine capacité de ses capacités. Cette phrase, ça ne veut absolument rien dire. Et ce qui se passe, c'est que là, on voit le Luffy et il se redresse tout le temps. Et il est normal, et il s'en prend. Et le combat a duré longtemps, parce que le combat, quand il a duré, le gâteau, il est en train de se faire. Et là, on voit qu'ils vont arriver près de Big Mom. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Et l'autre chose en plus qui m'a encore plus surpris, c'est à quoi va servir le haki de l'observation. Développé d'un point de vue où il pourra voir le futur. C'est-à-dire que Katakuri, lui, il nous explique bien que lui, il a ça pour justement le permettre de pas se prendre de coups dans la gueule et de pas tomber au sol et de garder cette aura d'invincibilité. Sauf que Luffy, il n'en a pas besoin de cette aura d'invincibilité. Luffy, lui, fonctionne et il fait peur aux autres parce qu'il s'en prend plein la gueule et qu'il arrive toujours à avancer. Et ce qui se passe, c'est que à un moment, il arrive à foutre le doute à l'adversaire, à savoir, mais qu'est-ce qu'il faut que j'utilise comme attaque pour qu'il arrête. Là, on voit bien Katakuri qui dit, mais je vais te les faire fermer tes yeux, je vais te les détruire, je vais te les tuer tes yeux. Parce que Luffy, on le voit qui est toujours debout et qu'il a ce regard plein de haine et qui veut faire quelque chose. Et c'est ça qui met aussi un petit peu le doute à Katakuri. Et je veux dire que si Luffy, à travers ce combat, arrive à prendre les capacités de Katakuri, c'est-à-dire de voir dans le futur, et Katakuri le dit bien que ça y est, ça s'est fait que quelques fois, mais c'est bien ce que je pensais, il est en train, comme moi, de pouvoir voir le futur. À quoi ça va lui servir? C'est-à-dire que quand tu prends un combat dans un futur arc, si Luffy, avec cette évolution du haki de l'observation, arrive à esquiver les coups, il n'est plus le Luffy qu'on connaît. C'est-à-dire que, je sais pas le nom il y a une marionnette, il y a un jouet qui est en latex, tu le tires tu le tires dans tous les sens, les bras, je sais plus c'est quoi le nom, je sais que c'était hyper connu aux États-Unis et c'était aussi hyper connu au Japon.
Et c'est peut-être d'ailleurs à partir de ça que peut-être Ichiro Oda a créé son personnage. Ça, d'ailleurs, c'est un truc qui va être un petit peu à réfléchir par rapport aux références pour One Piece. Mais c'est ça qui fait l'essence même de Luffy. C'est d'aller au-delà de la souffrance, c'est d'aller au-delà de sa détermination et de surpasser son adversaire. Là maintenant, s'il arrive à esquiver les coups, il n'a plus besoin d'avoir cette détermination. Je sais pas si vous arrivez à saisir le truc. Et la seule utilisation que j'aurais, c'est par rapport à Usopp. C'est-à-dire que Usopp, au niveau de Dressrosa, on voit qu'il arrive à utiliser un haki de l'observation, qu'il arrive à éveiller son haki, et à un moment, il voit Law et Luffy, il les voit se faire transformer en jouets par... comment elle s'appelle ? Sugar, je crois que c'est comme ça, la petite, j'ai un trou de mémoire, et on s'était dit que c'était la peur de Usopp qui lui faisait imaginer un futur possible. Eh bien, imaginez que involontairement, ce passage-là, c'était un éveil du haki de l'observation comme Katakuri. Oui, je sais, je vais très très loin dans mon truc, mais imaginez que ça soit le véritable futur qu'il y aurait eu, et que Usopp a vu, et justement, comme Katakuri, il a lancé le truc pour changer ce futur. C'est-à-dire que on peut imaginer que après le retour, quand ils vont tous se retrouver, que Luffy explique ça à Usopp, et Usopp fasse une sorte de parallèle avec ce qu'il a ressenti, et qui comprenne qu'il a un acquis de l'observation hyper développé. C'est à ça, pour moi, que pourrait servir le acquis de l'observation développé par Luffy. Je ne le vois pas comme une sorte de d'esquive totale pour le futur d'un point de vue de Luffy. C'est vraiment le truc que je vois. Dites-moi pareil dans les commentaires ce que vous en pensez. On va continuer à rester dans la famille de Big Mom en parlant de la nouvelle qui vient juste d'apparaître. Il s'agit de Flambé. Alors, on a eu la confirmation ce matin au moment où je fais cette vidéo. C'est le staff d'Ichiro Oda sur Twitter qui a donné l'information. Elle est la 36e fille de la famille, et Pudding est la 35e fille, c'est-à-dire qu'au début ils avaient marqué que Flambé était la 33e, donc ça va un tout petit peu prêter à confusion par rapport à l'âge de Pudding, et non, Pudding a plus de 15 ans, donc on peut quand même placer Pudding dans les 18 ans, donc Senji n'ira pas en tôle quand il sera récupéré par le gouvernement mondial comme problème, où il n'aura pas un procès pour pédophilie, donc déjà, et puis même ça portait aussi un très gros problème d'un point de vue moral, de montrer qu'il y a eu un mariage entre une fille qui avait moins de 18 ans avec un autre personnage, tout ça pour un arrangement familial, même si malheureusement cette chose-là est encore le cas dans certains pays. Et je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment horrible des choses comme ça. Enfin bref, ça c'était la petite parenthèse. C'est un truc qui est montré. À quoi sert Flambé ? Flambé est seulement là pour montrer encore une fois qu'il va y avoir la défaite de Katakuri. Elle fait partie d'un fan club, elle veut être la meilleure sœur par rapport à Katakuri, et elle veut surtout ne pas montrer ce qui se passe aux autres, c'est-à-dire il y a un jeu là-dessus qui est montré par Ichiro Oda, et en un sens c'est clair comme de l'eau de roche, c'est-à-dire que elle qui est l'ultime fanboy de Katakuri, quand elle va voir Katakuri s'en prendre plein la tête, ça va complètement la démoraliser. Donc encore une fois, il y a un petit jeu qui est fait là-dessus, mais malheureusement il y a tout plein de pages qui sont en amont, qui viennent présenter cette chose-là et qui est peut-être pas nécessaire. C'est là-dessus aussi où il y en a beaucoup, et je les comprends parfaitement, moi je le ressens aussi un petit peu, où on sent que c'est un petit peu étiré, et c'est peut-être aussi un petit peu le syndrome, je dirais le syndrome Nolan, c'est-à-dire que Ichiro Oda veut peut-être un peu trop expliquer les choses, et ça c'est quand même des fois un tout petit peu chiant. Après, l'autre chose qui est aussi arrivée au niveau de ce chapitre, c'est tout simplement Stussy et Morgan qui était là. Stussy vient expliquer ce qui s'est passé avec le Tametebako. Ça encore une fois c'est un rappel par rapport à certains qui à la rigueur l'auraient oublié. Je suis totalement surpris que Stussy soit encore présent sur l'île, vu qu'elle fait partie du gouvernement mondial et les autres n'ont pas l'air
d'avoir cette information, même Morgane n'a pas l'air d'avoir cette information, je pensais qu'elle serait partie. Et qu'elle serait partie rejoindre le gouvernement mondial, le CIPI, pour justement donner les informations. Par contre, ce qui est vraiment très très bien, c'est que si elle est là, elle va être encore une fois témoin de la chute, pas de la chute en tant que telle de Big Mom, mais de la perte d'influence de Big Mom. Donc je ne sais pas si c'est pas aussi une annonce par rapport au fait que le gouvernement mondial, comme j'avais dit il y a très très longtemps, pourrait faire une attaque, profiter de la faiblesse de Big Mom pour créer ce déséquilibre au niveau des empereurs, pour qu'ils se bouffent entre eux et qu'ils soient les acteurs de leur propre chute. Ça pourrait être aussi pas mal. Et ce qui pourrait être vraiment excellent, c'est que Stussy est présentée ici, et c'est sûr et certain qu'on va la revoir. Et Stussy me fait penser à un personnage, c'est tout simplement Robin. Donc je vois bien plus tard une certaine confrontation entre Robin et Stussy, parce que Stussy est là par rapport aux informations. Elle est cette branche d'espionnage du CP0. Donc je pense qu'il y aurait un bon petit élément qui pourrait être assez sympa. Et au niveau de la famille Big Mom, on va parler tout simplement de Big Mom qui fait son retour, et Big Mom est complètement vénère. Il y a un putain de soleil juste en dessous d'elle, hein, non pas au-dessus, mais juste en dessous d'elle. C'est un truc de fou. Et ce qui est bien, c'est que dans le chapitre précédent, il y en avait beaucoup qui avaient expliqué que Big Mom était sur le dos de Prométhée, et comment Prométhée s'était fait avoir avec l'eau de mer, donc il pensait que justement avec l'eau de mer il aurait eu un problème. Et là même Jinbei dit même toute l'eau de mer qu'on possède ne pourrait pas éteindre ce soleil. C'est quand même très très beau. On voit une sorte de sacrifice qui est mis en place sur Chopper. Ça je vais en revenir tout à l'heure parce qu'il y a une très très belle symbolique là-dedans. Mais le truc c'est qu'on voit que Big Mom est là, et ça y est, elle a l'odeur du gâteau. Donc on va faire une petite parenthèse sur le gâteau, blablabla, le gâteau est vachement bon, blablabla, même les autres sont en train de tomber KO face à l'odeur et tout. Et là je pourrais trouver un truc qui serait absolument fou, c'est-à-dire qu'on a tellement été teasé sur le gâteau, que le gâteau, attendez les gars, là c'est complètement fou. J'ai pensé à ça la dernière fois, je me disais mais Ishiroda est en train de tellement nous montrer des trucs. Ichiro il est le roi, c'est-à-dire qu'il nous fait voir quelque chose là dans cette main-là, il fait non c'était pas dans cette main-là, c'était pour moi dans cette main-là. Pour moi c'est un véritable, c'est comme ça que fonctionnent les magiciens. Et c'est-à-dire que le gâteau va arriver, en plus on a la fin avec Senji et Luffy qui font la même phrase au même moment. Ça reprend un truc qui avait déjà été fait dans un chapitre précédent. Et ce qui se passe, c'est que imaginez que Big Mom ne puisse pas manger le gâteau. Je sais pas par quelle raison, mais imaginez que le gâteau qui a été tellement teasé ne soit pas cet élément final de résolution de cet arc. Imaginez qu'il se passe quelque chose au niveau du gâteau. Un truc dans le genre, un putain de gag de malade quoi. Un truc de fou, c'est un truc. Et c'est-à-dire que là, on arrive sur un truc que personne n'aurait vu, c'est-à-dire que Big Mom devient complètement folle. Parce que le gâteau qu'elle a devant les yeux, une seconde fois, vient s'éclater. Et le truc qui serait encore plus fou, ce serait que Luffy arrive par rapport à un miroir qui soit proche du gâteau et qui vienne éclater le gâteau, ou alors qu'il ait dépensé tellement d'énergie qu'il bouffe le gâteau parce qu'il se dit j'ai tellement faim, j'ai utilisé tellement d'énergie que voilà, je bouffe le gâteau. Imaginez un truc comme ça, ça serait complètement dingue. Ou le Garma qui arrive et qui fait une connerie avec le gâteau. On ne sait pas, mais je vois le truc comme ça. Et sinon, là, on va reparler d'un truc, je vais terminer cette vidéo là-dessus, qui est quand même un petit peu longue, c'est tout simplement de Chopper. J'ai vu un truc qui est vraiment excellent, c'est-à-dire que Chopper, on le voit devenir à avoir le Monster Point, et le Monster Point maintenant il le maîtrise totalement, et il veut se sacrifier en allant prendre le soleil et en l'amenant avec lui dans l'eau de mer. C'est-à-dire qu'il est parti pour se sacrifier. Et en faisant ça, dans sa tête, il est un véritable Minx. C'est-à-dire que les Minx sont considérés comme des monstres. Il faut se rappeler que Chopper, au tout départ dans l'arc Drum, ne veut pas rejoindre l'équipage. Et il a du mal à être avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'il se considère comme un monstre. Et le fait d'avoir ce Monster Point au niveau du CP9, c'était le visage qu'il voulait pas faire voir aux autres. C'est-à-dire qu'il voulait pas faire voir le monstre qui était en lui, qui était totalement son contrôle. Et je trouve que ici, se mettre en monstre, hurler et se sacrifier,
c'est accepter sa condition d'être différent des autres. Et en plus, ça, c'est repris par Perospero qui dit, mais ils ont combien de monstres à l'intérieur? C'est-à-dire que le monstre qu'ils ont vu à travers Carotte, qui était vraiment très très joli, mais que pour eux était un monstre, est projeté sur Chopper. Donc pour Perospero, Chopper est totalement un mix. Et ça, c'est vraiment très très beau. Il accepte ce qu'il est réellement et ce qu'il ne voulait pas montrer aux autres, en se disant dans sa tête, si je vous montre que je suis un monstre, peut-être que vous ne m'accepterez plus. Et bien là, il dit, je suis un monstre, c'est tel que je suis, et c'est grâce à ça que je vais pouvoir vous sauver. J'ai trouvé là-dedans, alors peut-être que je me fais des films, encore une fois, mais j'ai trouvé ici une super symbolique. Et comme on sait que Pedro, et j'espère franchement que Pedro est mort, je pense que Chopper voit en Pedro un exemple. Et il voit aussi peut-être la famille qu'il n'a jamais eue. On voit le rapprochement qu'il a eu sur Zoo avec la petite reine. Ouais, c'était une reine qui était médecin. On voyait qu'il y avait un petit zzz entre les deux. Et on voit aussi comment il est proche de Carotte. Carotte qui l'appelle Shoniki. Il y avait un très beau truc. Et le fait de le voir ici se sacrifier, on voit une maturité dans Chopper qui est vraiment très très beau. C'est-à-dire que Chopper, ce n'est plus le petit personnage kawaii, le petit personnage qui a tout le temps peur, qui court ou qui a que quelques petits moments. Là, on le voit se dire... je me sacrifie pour le reste de l'équipage et je suis heureux d'être avec vous. En plus, il y a tout ce feu et ce truc qui fait un petit peu aussi penser aux mairies qui a brûlé. Enfin, il y a tout plein de symboliques là-dedans, il y a tout plein de petits trucs et qui sont vraiment beaux. Et encore une fois, c'est peut-être parce que je suis un vieux con que je pense à des trucs comme ça, mais je vois une dimension dans cette double page qui est pour moi qui est vraiment excellente et je voulais la partager avec vous. Pareil dans les commentaires, hein, dites-moi si parmi vous il y en a quelques-uns qui ont vu la petite symbolique comme ça. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous parler de la chronologie que j'ai voulu faire pour cette vidéo. Ça me prend beaucoup plus de temps que prévu. Pourquoi? Parce que la chronologie, je voulais seulement la faire avec l'arrivée au niveau de Toadland, mais je m'aperçois qu'il y a plein d'éléments qui sont arrivés bien avant et qui sont très très importants. Et il y a aussi un autre problème, c'est tout simplement la mise en page de cette vidéo. Je voudrais faire un beau truc graphique, mais l'inconvénient, c'est que je suis pas encore assez bon d'un point de vue du montage. J'ai pas les moyens graphiques de faire quelque chose comme ça, de faire par exemple une sorte de mer avec le Sunny qui est en train de voguer, ou les Mugiwara qui sont en train de courir, avec les différents personnages qui arrivent, avec des zooms que je voudrais faire. Donc voilà, j'ai pas la compétence et l'art de faire ça avec comme le ferait All Blue Channel par exemple. Donc je suis en train de chercher un moyen de faire ça, un moyen de faire un petit truc. Donc voilà, et à la rigueur c'est vraiment une aide ponctuelle que je demanderais si quelqu'un est vraiment très doué d'un point de vue montage. Je fais un petit appel, il pourrait peut-être y avoir un beau truc à faire pour ce style de vidéo. Et voilà, en un sens, moi aussi, ça me permettrait de m'écarter, de pas trop perdre de temps sur ce style de vidéo pour pouvoir faire d'autres choses après. Donc voilà, ça c'est un petit appel. C'est voilà, pour le petit truc. Donc voilà, ah puis ici, tiens aussi, j'en profite aussi de cette fin de vidéo, je sais pas si quelqu'un va aller. Je cherche aussi une personne qui pourrait m'aider à restructurer l'aspect visuel de la chaîne d'un point de vue des vignettes. Voilà, c'est une petite annonce. Donc voilà, c'est simple, je vais terminer là-dessus. J'espère que cette critique analyse vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, laissez-le dans les commentaires. Défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, on se donne rendez-vous bientôt et la semaine prochaine surtout pour le chapitre qui s'annonce quand même assez fou. J'espère vraiment. Et surtout, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.